Exercice un petit peu différent, si j'ai bien compris, parce qu'on m'a chargé de passer la parole aux intervenants, mais je ne sais pas ce qu'on attend d'eux, donc j'espère qu'eux le savent. Voilà, donc nous allons donc laisser la parole à 3 grands témoins que je vais présenter. Alors, juste à ma droite, Rémi Labrusse, historien de l'art, professeur à l'Université de Nanterre. Il a commis cet été, si vous êtes parisien ou si vous êtes allé à Paris, vous êtes peut-être allé voir l'expo qui a eu lieu à Beaubourg, qui s'appelait « Préhistoire, une énigme moderne ». Et il a écrit aussi un ouvrage qui s'appelle « Préhistoire, l'envers du temps ». Donc bien qu'il soit spécialiste d'art contemporain, il est allé un petit peu regarder du côté de nos origines. Ensuite, il y a monsieur Jean-François Dortier, journaliste. Il se définit comme humanologue, je le laisserai définir cela. Et il est fondateur de la revue Sciences Humaines. Il y a quelques exemplaires de la revue qui sont à disposition du public. Et enfin, Jean-Paul Demoule, préhistorien, professeur émérite à Paris 1. Et il a été longtemps, pour nombreux sont ceux qui le savent, directeur de l'INRAP. Voilà. Président. J'ai dit directeur, pardon. Président de l'INRAP, excusez-moi. Voilà. À qui on laisse la parole en premier ? Monsieur Dortier, mettez le souhait de vouloir parler en premier. Donc, si ça ne vous dérange pas, voilà. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je dois effectivement justifier peut-être ma présence. Je me sens obligé de justifier ma présence. Alors, le statut de grand témoin donne à la fois beaucoup d'avantages et des désagréments. Les désagréments, c'est qu'en général, quand on invite un grand témoin, c'est quelqu'un qui est hors course, c'est pas un spécialiste du domaine, il est à part, donc il n'est pas crédible. Première chose. Mais il y a un grand avantage quand même, c'est qu'il a des privilèges, il est libre de dire à peu près n'importe quoi, puisqu'on lui demande justement de prendre un petit peu d'écart par rapport au débat. En plus, avec Rémi tout à l'heure, on s'est mis d'accord, on dit comme de toute façon déjà pendant 3 jours, les spécialistes ont discuté entre eux, ce dont ils discutent n'est pas à notre portée, donc inutile de rêver de chercher à faire une synthèse ou de s'immiscer dans leur débat, on en serait incapable, on va s'humilier, donc vaut mieux éviter une humiliation, et donc le mécanisme de défense consiste à parler de ce dont on a envie de parler, ce dont on veut faire. On s'est même dit, on va parler pendant 3 heures, ensemble, et éviter tout débat avec la salle. Voilà. Donc c'est ça le privilège et on va largement en profiter. Non, alors, fin de plaisanterie. Je mets quand même quelques mots pour parler de moi, pour me présenter, parce qu'effectivement, il était noté sur que j'étais journaliste, c'est vrai, et je revendique ce statut, c'est très bien, c'est un très beau métier, journaliste. Parfois, je donne d'autres étiquettes. Hier, par exemple, on était dans la rue et puis on a été abordé par des jeunes filles de lycée qui nous demandaient est-ce que c'est bien les ESI, c'est quoi votre métier ? Alors j'ai réfléchi un moment, j'ai dit éditeur. De temps en temps, quand je suis invité dans des conférences ou autres pour faire sérieux, je dis sociologue parce que c'est là que je suis allé le plus loin dans mes études. Parfois, je me présente comme PPP, petit patron de presse, parce que j'ai créé un petit groupe de presse avec une revue qui s'appelle Sciences Humaines, des éditions. Bon. Bref, j'ai du mal à me définir, mais finalement, comme chacun d'entre nous, c'est difficile de nous coller une étiquette. En ce moment, je me présente effectivement comme humanologue, et là, c'est très sérieux. L'humanologie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude de l'être humain, tout simplement. C'est revenir au fondement des sciences humaines. Kant disait, il y a 3 grandes questions qui animent toute la philosophie. Que dois-je connaître ? Que puis-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Et à la fin de sa vie, il a dit, oui, mais tout se résume à une seule, c'est qu'est-ce que l'homme ? Aujourd'hui, on dit qu'est-ce qu'un être humain ? Parce qu'on y intègre aussi les femmes, les enfants et plein d'autres. Alors, donc, c'est le fondement des sciences humaines, et pour moi, c'est aussi le but ultime de mon projet intellectuel comme celui des sciences humaines. Je m'inscris donc une petite histoire dans la grande, c'est celle des sciences humaines. C'est ce qui m'a amené à créer Sciences Humaines il y a 30 ans maintenant. Est-ce que je pourrais faire un petit... mes slides, comment je fais pour les lancer ? Parce que dans... C'est ça ?
Oui. C'est affiché ? Bah, allez. Ah bah, très bien, alors voilà, j'ai mis quand même ça, c'est un petit peu de promotion personnelle, c'est la page publicité. Hein. Donc Sciences humaines, c'est tous les mois un mensuel qui parle de sujets aussi différents que des sciences cognitives, l'origine des religions, l'histoire globale, l'économie. Donc vous pouvez, l'autre slide, ça c'est le numéro que vous pouvez avoir ici, dans lequel on parle de l'origine. Ça c'est la maison d'édition. Le dernier livre paru, suivant, c'est une histoire universelle de la connerie. Il est paru aujourd'hui avec une contribution de spécialistes de la connerie universellement connus, dont une contribution de Jean-Paul Demoule sur la préhistoire. Voilà, avec une étude de la sélection naturelle des cons par Steven Pinker. Bruno Dumézil, spécialiste de l'époque des barbares, a fait également une contribution. Enfin bref, une quarantaine de spécialistes de haute volée ont ouvert ce nouveau champ de recherche. Pendant très longtemps, on a étudié l'intelligence humaine. On n'a pas tiré beaucoup de conclusions. Alors du coup, aujourd'hui s'ouvre l'autre versant de la recherche, la conologie. À titre personnel, je vais publier quelques livres, parce que je me présente parfois aussi comme un écrivain scientifique, pour faire sérieux. Donc, j'ai publié des livres sur la course à pied, comme sur les sciences humaines, comme sur le cerveau, comme sur le langage. Mais précisément, je m'intéresse à la question aussi des origines. C'est obligé, quand on s'intéresse à l'humain, on s'intéresse à ses origines. Donc, sur le Dehaene, j'ai publié un livre qui s'appelle « L'homme, cet étrange animal ». C'est là sur sur un versant précis qui est les origines de la pensée, de la culture, du langage. Et puis, un ouvrage collectif que j'ai dirigé récemment qui s'appelle aussi « Révolution dans nos origines » parce qu'il y a une révolution dans de nombreux domaines actuellement. Et là, je redeviens un petit peu sérieux aussi. Je pense que quand on étudie les origines, comme d'ailleurs à peu près tous les sujets, aucune discipline, évidemment, n'a le privilège, à moins d'en faire partie, l'être humain ne se laisse enfermer dans les filets d'aucune discipline, d'aucune théorie, d'aucun modèle. Et donc, il faut les croiser, il faut les regrouper, il faut les chercher à faire du transdisciplinaire. Et c'est ça que j'appelle l'humanologie. Et si vous pensez que quand on étudie les origines des inégalités, ça n'appartient pas aux préhistoriens, aux archéologues, aux anthropologues ou à d'autres, mais qu'il faut aussi démultiplier les regards, alors, et voire même l'époque contemporaine où apparaissent des inégalités, apparaissent des formes de pouvoir nouveaux, alors vous êtes humanologue comme moi et vous pouvez rejoindre les rangs. On est 3 actuellement. Alors, alors justement, donc, voilà pourquoi alors, abordons maintenant le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors d'abord, bravo. Bravo pour la prestation de ceux qui sont passés aujourd'hui. C'est très impressionnant. On sent qu'on est en train de vivre une nouvelle époque, d'un véritable basculement de paradigmatique dans l'appréciation de ce qu'était la préhistoire vue autrefois et le passage aux inégalités. Par une thèse que j'appellerais la thèse classique, je vais en dire quelques mots. Et bon, ça c'est quelque chose de très important. Et je voudrais quand même en profiter, puisque j'ai le micro, pour saluer quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait bien aimé être là et qui le méritait, c'est Alain Testard. Parce que lui, il a mérité quand même de son travail, il a fait un sacré boulot. J'ai eu la chance d'être en connivence avec lui. Je me rappelle un dernier coup de fil quand il était en phase vraiment de métastase, mais il était toujours drôle et il était toujours combatif et il a mené un travail solitaire. Et aujourd'hui, son œuvre est en train d'être vraiment révélée et il a participé et il participe à quelque chose qui est essentiel pour notre connaissance des origines. Lui aussi transcendait d'ailleurs les disciplines. Donc, Alain, si tu es là-haut et si tu nous vois, bon, il y a peu de chance, bravo. Tu mérites quand même des applaudissements. Alors, la production des inégalités. J'ai essayé de résumer ce que j'ai compris autour des quelques jours et puis des lectures que j'ai fait un petit peu en parallèle quand même. Ça m'a mis l'esprit en ébullition, donc c'est pour ça que dans la nuit, je bricolais 2 ou 3 slides pour essayer d'éclaircir quelques hypothèses qui sont en train d'émerger. Alors, le premier, c'est l'histoire classique, la thèse, on pourrait appeler la thèse classique de l'émergence des inégalités, des chefs de la guerre, représentée, en gros, on va l'appeler la thèse de Moule.
La thèse d'autrefois, celle qui est en train d'être dépassée, ce sera aujourd'hui notre, peut-être, j'en sais rien, notre tête de turc, on verra. On verra. Alors, il y avait autrefois des sociétés égalitaires, plutôt acéphales, comme on disait, sans chef, ou des petits chefs, mais ça comptait pas beaucoup. Des sociétés où régnait la pauvreté ou l'abondance, mais en tous les cas, il n'y avait pas vraiment de richesse, d'accumulation des richesses. Des sociétés où il y avait ce qu'on appelait une division du travail entre les hommes et les femmes. C'était la seule division du travail existante. Il n'y en avait pas d'autres. Peut-être les chamans, qui seraient le premier métier du monde avant la prostitution. Ce sont donc des sociétés qu'on appelait autrefois, mais on a abandonné le nom, le communisme primitif, sans propriété privée. Et puis, le néolithique est venu, c'est la deuxième phase, et puis là sont apparus avec l'élevage, avec l'agriculture, avec la poterie, avec la céramique, des richesses, et autour de ces richesses, on ne sait pas trop comment, sont apparues des inégalités, des chefs, une nouvelle symbolique, et puis l'histoire, vous la connaissez, les métaux, et puis ces chefs sont peu à peu devenus des États, des classes aristocratiques, et les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Bon, ça c'est l'histoire ancienne. Et puis, une nouvelle thèse est en train d'être avancée. Alors, voilà, il y aurait eu autrefois, non pas autrefois, c'est durant la préhistoire, des sociétés égalitaires et des sociétés inégalitaires. Alors, les sociétés égalitaires, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Elles ont disparu, c'est celle des chasseurs-cueilleurs. Quoique, il y a une nouvelle anthropologie dite anarchiste qui est en train de nous dire que non, il y a des gens qui sont passés aussi à l'agriculture et autres, mais qui sont restés égalitaires, ils ont refusé l'État, ils ont refusé les inégalités, et donc c'est la thèse défendue par Pierre Clastres, et aujourd'hui par ce nouveau courant qui fait beaucoup de bruit, James Scott, David Graeber, sur les sociétés, on peut dire, agraires, d'éleveurs, mais qui ont refusé la voie qu'ont subie les autres sociétés. Et puis, voilà, on est donc passé des sociétés inégalitaires, et donc c'est au sein de certaines communautés, les fameux Kwakiutl de Colombie-Britannique, plus quelques autres sociétés, et peut-être en Vézère, où se seraient rassemblés des groupes avec une certaine densité, et là, le début d'une hiérarchie sociale. Bon, tout ça, c'est ce dont on débat aujourd'hui. Moi, je vais vous proposer une troisième thèse. C'est là que je me fais mon pas de côté. Une troisième thèse, c'est une hypothèse. Elle n'est en rien fondée, du moins je donnerai les avantages et les limites. Une troisième hypothèse qui va encore un petit peu plus loin et qui est là pour provoquer la discussion entre nous, parce que bien sûr, il y aura une discussion. La thèse, elle est très simple. Elle dit que les sociétés égalitaires, ça n'a jamais existé. Des sociétés acéphales et sans pouvoir, ça n'a jamais existé. Des sociétés sans violence et sans guerre, ça n'a peut-être jamais existé. Toutes les sociétés ont été inégalitaires, hiérarchiques, violentes, et je dirais même, j'irai plus loin, territoriales et connaissant une forme de propriété, peut-être pas la propriété privée individuelle, mais des formes de propriété collective extrêmement prégnantes pour l'organisation des groupes. Alors voilà la thèse générale, quelques arguments en sa faveur pour laisser la place à la discussion. Donc on peut peut-être passer au slide suivant. Donc ça c'était la suivante s'il vous plaît, merci. Ça on l'a déjà dit. Troisième. Alors société inégalitaire, on peut avancer encore. Donc ça c'est ce que je viens de dire, inégalitaire. Alors ça veut dire que des sociétés inégalitaires, ça existe sans richesse. Alors que la thèse de Alain Testard, c'était que c'est avec le stockage, avec les richesses, que les sociétés sont devenues inégalitaires. Mais c'est passé par-dessus le fait qu'il y a déjà des inégalités dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs connues par l'anthropologie, mais ce sont des petites inégalités. Donc elles ne sont pas toujours très visibles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Il y a des inégalités, bien sûr, entre les hommes et les femmes.
Et il y a de la hiérarchie. Ce qu'on appelait la division du travail, ce n'est pas une simple division du travail comme Adam Smith le dit, entre le boucher et le médecin, où chacun échange ses compétences. La viande contre le sexe et autre chose, comme on l'a expliqué. Non, 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 c'est une domination des groupes d'hommes sur des groupes de femmes. Une hiérarchie, une exploitation, et donc c'est très inégalitaire. De la même façon, dans la plupart des sociétés de chasseurs connues aussi, il y a une inégalité très forte entre les aînés et les petits. Alors vous allez me dire, ça c'est normal, les parents ils commandent les enfants. C'est d'autre chose dont on parle. C'est d'une forme de hiérarchie très importante qui fait que l'avenir de l'enfant, de la petite fille, elle est déjà scellée dès le départ parce qu'elle est mariée, peut-être à sa naissance ou très très jeune. Pourquoi ? Parce que c'est un bien. La femme est un objet que l'on peut, un bien très précieux, que l'on peut donner, que l'on peut offrir ou qu'on peut s'approprier. Et donc cette domination-là, elle est extrêmement puissante. Voilà. Il y a dans toutes les sociétés... Eh bien, bonjour à tous. Vous savez, ouais. On disait, ah bah chic alors. Ça s'arrête pas, hein. Ouais, c'est quand même beau. Bonjour. On accueille juste, on profite de l'occasion pour accueillir Roland Nespoulet qui est en train de faire une visite aux étudiants de M2, c'est ça, Roland ? M1 du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, ils sont en train de faire la tournée des sites, ils font la visite du musée et on leur a dit de profiter des échanges on leur a proposé de profiter des échanges Ah oui. Alors, qu'il y avait cet après-midi. Je recommence à zéro. Non. Non, je continue. Jean-Paul me disait, mais c'est parce que tu as commencé à parler et tout le village a décidé de ça. Là. C'est le griot qui commence à parler. Bienvenue à tous. Et à toutes. Oui, à tous. Je ne peux pas faire de la parole inclusive. Je ne sais pas faire. Où est-ce que j'en étais ? Les inégalités. Dans toutes les sociétés, même les petites sociétés apparemment égalitaires, il existe des hiérarchies entre les clans. Si vous prenez une tribu d'anthropologues et de préhistoriens du XXIe siècle, vous trouverez des clans à l'intérieur, avec peut-être pas de la domination des uns sur les autres, mais en tout cas des hiérarchies de prestige, des conflits, des frontières. Et vous trouverez à l'intérieur de chaque clan aussi des hiérarchies, des petites hiérarchies, mais elles sont quand même importantes. Un directeur de recherche, ce n'est pas un notaire. Donc il y a des statuts, il y a des rangs. Et puis même au sein d'un même rang et d'un même clan, il y a des différences individuelles. Elles ne sont pas négligeables non plus. Certains sont sous les projecteurs et d'autres ne le sont pas. Et ça peut créer des ressentiments, des jalousies, de l'admiration, enfin des passions humaines extrêmement fortes, qui peut être à l'origine de conflits. Et ça, c'est quelque chose d'assez général. Vous savez, quand on parle des inégalités aujourd'hui, on pense tout de suite aux grandes inégalités entre le 1% qui possède la planète, la moitié des richesses de la planète, et puis tous les autres. Mais ça, on peut s'en indigner, mais quand vous faites des enquêtes précises pour savoir quelles sont les inégalités qui comptent au quotidien, au quotidien, les grandes inégalités, ce n'est pas la différence entre mon salaire et celui de Jeff Bezos, les revenus. C'est entre ce que je touche moi et mon beau-frère, ou mon collègue de bureau. Il est au-dessus, il est au-dessous. C'est juste, c'est pas juste. Et ça crée beaucoup de choses. Beaucoup de tensions. Et dans les groupes, ces tensions, ils sont l'objet de conflits. Ils sont l'objet d'alliances aussi. Et on retrouve ça, c'est un mécanisme assez universel. On retrouve ça même chez les chimpanzés. Lisez le livre de Franz de Waal, La politique du chimpanzé. Donc dans les sociétés de mammifères sociaux, il y a aussi beaucoup de hiérarchisation, des petites inégalités. Freud appelait ça le narcissisme des petites différences. Les psychologues sociaux appellent ça la comparaison sociale. Alors, ça laisse peu de traces archéologiques, encore qu'on peut en trouver, mais ça invite donc à redonner un nouveau regard sur les origines des inégalités. Ça invite à s'interroger, non, ça peut-être qu'il n'y a pas eu le passage de sociétés égalitaires à des sociétés inégalitaires, mais de sociétés avec des petites inégalités,
à des sociétés avec des grandes inégalités. Et ce qui devient intéressant, enfin, ce qui est toujours intéressant, bien sûr, mais une autre façon de voir les choses, c'est de voir comment on est passé d'un type de société à un autre, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de tout mélanger. Et dire que du pouvoir, des inégalités, des différences de prestige, il y en a toujours eu. Non, il y a bien des différences entre l'apparition, par exemple, d'un chef, d'un petit leader, local, à une classe, une caste aristocratique, avec une dynastie, avec des blasons, avec ce que raconte Emmanuel Guy dans son livre. Donc là, il faut penser ce passage de l'un à l'autre. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le passage d'un type de société égalitaire à un type de société inégalitaire. C'est plutôt, en quelque sorte, la révélation d'inégalités qui n'avaient pas été perçues jusque-là parce qu'elles étaient trop mineures. Alors donc, pourquoi elles n'ont pas été aperçues? Parce qu'effectivement, il n'y avait pas... Est-ce que c'est lié aux richesses? Est-ce que c'est l'apparition des richesses qui fait que petit à petit ça grandit? Ou est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme qu'il y a derrière? Ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes. 20 minutes? 22 minutes. 22 minutes. Allez, encore 5. Vous m'accordez, monsieur? Plus 7. 9. 4. D'accord. Allez, on va essayer en 6 minutes. Il y a peut-être des mécanismes de domination qui ne relèvent pas de la richesse, qui ne relèvent pas, ou plutôt dont la richesse, c'est pas une cause, mais un effet. Et pour ça, je vais vous transporter en pensée dans une tribu que je connais bien aussi. C'est une petite tribu burgonde, enfin on appelle ça aujourd'hui des Bourguignons, à Auxerre, là où j'habite, où il y a aussi des big men, c'est-à-dire les big men, c'est les premiers leaders qu'on trouve dans les sociétés qui commencent à se diversifier. Alors, par exemple, un type de big man, moi, je suis vraiment le type, le big man de base, c'est-à-dire le notable local, qui, dans son domaine, a réussi à acquérir un peu de pouvoir et un peu de richesse. Pourquoi? Parce que c'est ma nouvelle étiquette aussi que je présente parfois, je vous le disais tout à l'heure, je suis un PPP, je suis un petit patron de presse. Vous voyez, je suis une marche arrière, hein, je parle du 21e siècle de mon cas pour remonter à la préhistoire. Mais bon, vous allez voir, on va retomber dessus. Comment je suis devenu, ça m'intéresse aussi, comment j'ai acquis du pouvoir et un petit peu de richesse, c'est-à-dire que j'ai gagné un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais ça fait rien. Je me distingue quand même du reste des salariés. Il y a 25 salariés à Sciences Humaines, plus des gens qui travaillent autour, qu'on appelle des pigistes, des gens... je ne l'ai pas hérité de mon père. Mon père était ouvrier, tôlier, chaudronnier. Ma mère était femme au foyer. Elle a élevé 7 enfants en HLM. Elle a eu du mal à le faire. Bon, bref, je suis parti de zéro. Et donc, comment se fait-il que j'arrive aujourd'hui à avoir un certain ascendant sur les salariés? C'est une question de base, hein. Les origines de mon pouvoir. Alors, c'est pas la force physique. Je ne recogne pas dessus, ça se fait pas. Donc, c'est pas le pouvoir physique. Alors, quand on dit c'est pas le pouvoir physique, alors maintenant on réfère. Alors, c'est l'imaginaire, le charisme et autre chose. Bon, j'ai du charisme, mais ça va 5 minutes. Quand vous fréquentez les gens un petit peu longtemps, le charisme, il tombe vite. Hein. Bon, ça fait 30 ans que je suis avec certains salariés, donc ils connaissent le bonhomme, et c'est pas ça qui me prête allégeance. Il y a même des gens qui me prêtent allégeance officiellement, puis ils n'en pensent pas moins quand il y a des salariés récalcitrants, comme dans toute entreprise. Bon. La raison majeure qui fait que je peux avoir un ascendant sur les salariés, c'est pas non plus que je les tiens de l'œil et on est confinés dans le même domaine. Il y en a certains qui travaillent à Paris, et d'autres à Bordeaux, ils sont en télétravail. Donc il n'y a même pas besoin de les rassembler dans un même lieu et d'avoir des hommes de main autour pour les contrôler. Non. La raison toute simple, c'est que je maîtrise des ressources très précieuses pour eux. La première ressource la plus précieuse, c'est que je leur donne du travail. Parce qu'aujourd'hui, 21e siècle comme déjà depuis toujours, les gens ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'avoir un toit pour se protéger. Donc aujourd'hui, il faut avoir de l'argent et donc il faut avoir un travail. Et je dispose de ça. Donc je peux leur offrir un travail en échange de quoi? Eh bien, évidemment, ils me prêtent allégeance. Ça s'appelle un contrat de travail, avec des règles à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais c'est un contrat de soumission, domination, soumission. Un contrat inégalitaire.
d'une certaine façon. En plus, je suis propriétaire de cette société. Donc, j'ai tous les pouvoirs. Je suis une petite entreprise, c'est un petit royaume constitutionnel. Il y a des droits qu'il faut respecter, mais un petit royaume quand même. C'est pas une démocratie, je suis pas élu. Voilà. Donc, pourquoi ils ne me renversent pas? Pourquoi les salariés ne pourraient pas se lier contre moi et faire ce dont rêve Étienne de la Boétie, tous contre un? Ils sont 25 contre moi, même si je suis un peu plus costaud que la moyenne. Bon, ils auraient vite fait de me séquestrer, de m'attacher et de prendre le pouvoir. Mais s'ils le faisaient, ce qui n'est pas impossible, j'en appellerais au droit. Le droit, c'est quoi? C'est l'État qui protège quand même mon statut et mon entreprise. Donc en fait, je suis allié non pas à des hommes de main comme un mafieux et un parrain qui pourraient tout de suite venir m'aider, mais à un allié objectif qui est l'État, qui a, en dernier ressort, la force de l'armée, de la justice et de la police pour pouvoir remettre les choses en place, c'est-à-dire me remettre à mon statut. Donc, je reviens sur la définition très sommaire que je vous ai donnée d'une forme de domination de départ qui est sans la force et sans l'idéologie, l'imaginaire, le charisme. C'est la maîtrise des ressources précieuses que je possède et avec une alliance, avec une force qui, en cas de trouble, me permet de pouvoir restaurer mon rang. Eh bien, ce mécanisme-là, je pense qu'il est assez universel. La maîtrise des ressources précieuses. Ça veut dire que, et là je fais mes 2 dernières minutes, je vous l'assure, ça veut dire que pour le capitalisme du XXIe siècle, ça marche. Pour expliquer les inégalités et les richesses, c'est pas la force qui donne à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, d'être la première puissance, l'homme le plus riche du monde. C'est ni la force physique, ni son charisme particulier, ni l'idéologie, ni l'imaginaire, c'est qu'il maîtrise quelque chose qui est les réseaux et le commerce. Il s'est intégré dans un système de commerce et il prélève son tribut à chaque passage, comme les seigneurs autrefois qui avaient un droit de péage. Donc il prend son droit de péage. Si vous regardez le capitalisme contemporain, il est fait essentiellement pour les plus grands groupes internationaux, non pas de l'exploitation du travail comme l'imaginait Marx, la force de travail, parce que la force de travail à Google, la force de travail à Amazon, à Facebook, ce n'est pas les salariés qu'on exploite. Ce sont les clients, ce sont ça sur lequel on prélève au passage de toutes les transactions un bien. Donc il maîtrise une ressource essentielle qui est aujourd'hui les circuits commerciaux. Si vous regardez la puissance des capitalistes, des gens qui sont en Arabie Saoudite ou au Qatar, ils ont une ressource précieuse, c'est le pétrole. Les personnes les plus riches en France, c'est Arnaud, Pinault, la famille L'Oréal. Ils maîtrisent quelque chose de très précieux, c'est l'industrie du luxe. Donc vous avez en fait plusieurs sources précieuses, et si vous maîtrisez ça, on ne le méprise jamais, vous maîtrisez ça, alors vous devenez un chef et un puissant, et vous devenez riche. Et si on le transpose ça maintenant à l'époque des Magdaléniens ou à l'époque globalement du Paléolithique supérieur, c'est quoi les ressources rares et les ressources précieuses? Eh bien, elles existent, même dans une société où il n'y a pas d'accumulation. D'abord, regardez la région, c'est important à un moment donné d'avoir du gibier. J'ai appris hier que le renne, par exemple, était en permanence dans la région. Donc voilà, ça, il y a des lieux partout dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Je ne sais pas si Christian me contredira ou pas. Il y a des occupations de territoires, parce qu'il y a des territoires qui sont plus giboyeux que d'autres, qui sont importants, parce qu'il y a un point d'eau, parce qu'il y a un puits, parce qu'il y a une source d'eau fraîche, parce qu'ici, il y avait aussi du silex. Et donc, si vous avez... C'est une matière qui est bien précieuse. Excusez-moi de le dire brutalement, mais je vais le dire. Les femmes sont un bien précieux, un objet de convoitise dans les sociétés, des sociétés d'hommes, gouvernées par des hommes. Et on se bat pour ça. Et ça donne lieu à des conflits. Donc il y a des lieux stratégiques où on a envie d'aller, on a envie de s'approprier de ces biens, et il y a un combat autour de ces biens. Ce combat, il peut se dérouler et aboutir à peu près à 3 scénarios. Premier scénario, les uns massacrent les autres.
Et celui qui se fait massacrer, il a peut-être une chance, c'est de fuir et d'aller s'installer ailleurs. On appelle ça la migration. Deuxième situation, c'est la domination. C'est la stratégie du mafieux. Je peux te massacrer, je peux te tuer, mais je peux aussi te garder en vie, même te protéger, mais tu vas me payer une taxe. C'est ce que je fais avec mes salariés. Je les protège, je leur donne... Mais ils travaillent pour moi. C'est un scénario mafieux, un scénario de patron, et un scénario, à mon avis, déjà d'homme préhistorique. En tout cas, de mal dominant. Et la troisième alternative, quand on ne massacre pas, quand on ne domine pas un territoire, eh bien, c'est l'alliance. Parce que c'est l'équilibre de la terreur. Parce que j'ai trouvé face à moi quelqu'un qui est prêt à se battre aussi et qui est aussi fort que moi. Alors là, comme on aime bien se battre, mais on est aussi lâche, les êtres humains sont comme ça, et particulièrement les hommes, et même les mâles combattants, ils sont lâches, eh bien on s'allie tous les deux, et si on s'allie tous les deux, on va avoir une force décuplée, et on va pouvoir casser la gueule à un troisième. Et la marche de l'histoire commence. C'est l'histoire universelle de la connerie humaine. Je vais m'arrêter là parce que ce n'est qu'un scénario évidemment fictif, un scénario purement destiné à lancer le débat, un scénario destiné à me démarquer. Ah, alors ça a des avantages et des limites, c'est comme tout scénario. Les avantages, il y a quand même quelques... C'est qu'une hypothèse pure, mais il a quelques bases de données factuelles à son crédit. À peu près toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs connues. À peu près toute l'histoire humaine connue. Du passé jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est les arguments solides, empiriques, pour. Les arguments faibles, c'est que, comme c'est très général, c'est peu vérifiable. Pour la préhistoire, j'entends. Hein. Mais après tout, la préhistoire, les scénarios, il y en a beaucoup, et souvent, les données empiriques, elles sont ambiguës. Bon. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pense que le temps est écoulé, et je vais laisser la parole à qui ? À Rémi. Ah non, Jean-Paul. Donc la parole... Parce qu'on discutera après, peut-être. Hein. Oui. Mieux que Oui, après le public pourra intervenir. C'est... Monsieur Demoule ? Oui, c'est très gentil de me laisser la parole. Alors, effectivement, je ne suis arrivé que hier, dans la mesure où je devais, la veille, faire une conférence au musée du Quai Branly, dans le cadre des conférences hebdomadaires de l'université dite populaire de ce musée, sur l'anthropologie anarchiste dont Jean-François parlait à l'instant, qui remonte plutôt effectivement à Pierre Clastres. Pierre Clastres est de la même génération que Marshall Salins ou James Scott, sauf qu'il s'est tué en voiture à la fin des années 70. Et donc l'anthropologie anarchiste, effectivement, complètement dans la thématique qu'abordent ces 3 journées, dans la mesure où ce qui est derrière, c'est effectivement la question du pouvoir et de l'émergence du pouvoir. Alors c'est une question ancienne. Jean-François a cité la Boétie, qui au XVIe siècle se posait déjà la question pourquoi est-ce qu'on obéit alors qu'on est largement majoritaire. Il y avait 3 réponses. L'habitude, on a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas d'alternative, disait Madame Thatcher. Deuxièmement, c'est le réseau d'affidés pyramidal qui fait que le tyran est entouré d'un certain nombre d'hommes dévoués qui eux-mêmes, etc. Et la Boétie devait faire référence au système féodal. Et troisièmement, tout aussi important, la Boétie dit il use de la religion pour mal faire. Alors, ce n'est pas du tout une proclamation d'athéisme, parce que ça n'avait aucun sens au XVIe siècle, mais c'est le fait, effectivement, comme montre à la fois l'ethnologie et l'histoire et l'archéologie, que le pouvoir se donne toujours en relation avec le surnaturel d'une certaine manière. Donc le fait de poser
la question du rapport entre les grottes ornées et le pouvoir est effectivement complètement dans ce champ de réflexion. De même qu'on sait historiquement que les rois européens, dont les rois de France, sont de droit divin et sont sacrés dans tous les sens du terme, que le pharaon fait revenir, c'est grâce à lui que les eaux du Nil reviennent chaque année, et les empereurs du Japon descendent en droite ligne d'Amaterasu, la déesse du soleil. Donc c'est une problématique qui est posée dès le XVIe siècle et qui va se poursuivre ensuite, puisque c'est le grand débat très classique entre Hobbes au XVIIe siècle, Léviathan, Rousseau au XVIIIe siècle. Pour Hobbes, si on laisse les humains entre eux, c'est la guerre de tous contre tous. Et c'est ce qui sert finalement de base théorique au libéralisme économique. C'est la compétition généralisée. Ça a été modernisé par la sociobiologie dans les années 80. Et puis Rousseau qui pense au contraire que les humains sont plutôt bons, d'où les débats également des éthologues se fondant sur la compétition, les mâles dominants. Non, je peux m'arrêter aussi. Non. Ah bon. Mais c'est le micro qui est un petit peu près, c'est pour ça. Ah d'accord, merci. Donc, soit c'est les mâles dominants et on se fonde sur l'observation des sociétés de singes, de rats, etc. Ou au contraire, c'est la compétition qui va être le plus important. Et ça, c'était déjà l'un des théoriciens anarchistes au XIXe siècle, Kropotkin, qui montrait que l'alliance était plus importante, la coopération chez les humains était plus décisive que la compétition. Et de Valls a montré aussi, et justement parlant de la coopération chez les singes. Alors si on projette ça sur l'archéologie, on a deux problèmes. D'une part, un problème de définition, effectivement, vous en avez abondamment déjà discuté dès le premier jour, d'après ce que j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la richesse, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir, tous les contre-exemples qu'on va pouvoir trouver. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les nécropoles, aussi bien au néolithique qu'à l'âge du fer, pour reconstituer l'ordre social. Alors, on peut toujours trouver des contre-exemples. Il y a évidemment les rites funéraires qui laissent peu de traces. On brûle les morts et on jette leur cendre dans l'eau du Gange, ou le pape, ou les rois d'Arabie Saoudite se font enterrer entre quatre planches, point final. Mais en gros, quand même, cette notion de richesse fonctionne à peu près pour les périodes anciennes. Pour les périodes actuelles, les patrons du CAC 40 ne se font pas enterrer avec leur Rolls et leur paquet d'actions. Mais dans les sociétés traditionnelles, disons qu'à 80%, ce qu'on utilise en archéologie me paraît marcher. Mais néanmoins, on a ce problème de définition. Effectivement, il n'y a jamais de société complètement égale. Il y a toujours des gens qui sont meilleurs à la chasse, au dialogue avec les esprits pour chanter. Et Clastres disait que le chef, dans ses qualités, qu'il est un très bon orateur. Donc il est capable de convaincre. Alors, par rapport à toutes ces questions, et ça a été un des apports d'Alain Testard, toutes ces questions dont on débat ont été gelées pendant longtemps par le structuralisme et le fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'on avait une vision purement synchronique des sociétés, mais effectivement le fonctionnalisme et le structuralisme se définissaient par opposition au grand roman évolutionniste du XIXe siècle, et là par retour très classique du balancier, avec des gens comme Alain Testard, Maurice Godelier, Pierre Lemonnier. On a eu le droit de nouveau de réfléchir de manière évolutionniste, et c'est pour ça que Testard le disait lui-même, il était essentiellement écouté, lu et discuté par les archéologues, parce que les ethnologues, il était en plus dans le labo de Lévi-Strauss, continuaient
à être le pied sur le frein par rapport à ces questions et à rester dans un modèle purement synchronique. Et ce que l'évolutionnisme a montré, notamment Testard avec cette classification des sociétés, c'est qu'on n'est pas dans un modèle linéaire, qui commençait effectivement dans l'évolutionnisme classique avec Condorcet, les sociétés simples et qui vont devenir de plus en plus complexes, mais de manière linéaire, et puis chacun se place dans le rythme de l'évolution, et ça finit avec nos sociétés occidentales à nous, mais qu'on a affaire à un buissonnement. Et ce modèle du buisson et des recoupements par rapport à la ligne, c'est exactement celui qu'on a qui s'est peu à peu dégagé ces toutes dernières décennies dans l'évolution humaine telle qu'elle. Et quand Gould critiquait il y a 20 ans le modèle du singe qui se redresse petit à petit, à la fin ça finit avec l'homme blanc et barbu, maintenant on admet que ce modèle est périmé. Et pour l'évolution des sociétés, ça va être effectivement les mêmes choses. On va avoir des sociétés de chasseurs-cueilleurs plus ou moins inégalitaires, et des sociétés ensuite l'agriculture, chefferie, etc. Testard explique qu'il n'aime pas le terme chefferie, mais je trouve, et c'est un autre débat, qu'il est quand même bien utile. On va avoir donc une beaucoup plus grande, non seulement beaucoup plus de types de sociétés, mais aussi le fait que ce n'est pas linéaire. Mais on peut montrer souvent qu'on a des oscillations. C'est assez clair pour les périodes que j'ai étudiées en Europe. On va avoir des moments de grosse concentration du pouvoir, les grands mégalithes de la côte atlantique vers 4500-4000, et puis après, quand on retombe au niveau des allées couvertes du 4e et début 3e millénaire, avec des monuments beaucoup plus modestes, avec beaucoup plus de gens dedans et très peu d'offrandes funéraires. Et c'est là qu'on peut retrouver l'anthropologie anarchiste et Clastres. Pour Clastres, effectivement, la règle normale, c'est empêcher l'inégalité de devenir trop excessive. Le big man doit redistribuer ses richesses, le grand chef de guerre doit sans arrêt se prouver son titre jusqu'à ce qu'il soit éliminé. La dérision fait partie aussi de certains mécanismes. Archéologiquement, on peut considérer, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, qu'enterrer quelqu'un d'important avec toutes ses richesses, c'est aussi une manière pour la société de se débarrasser des richesses. Donc pour Clastres et d'autres, ça c'est ce qui serait normal, c'est-à-dire on laisse des gens prendre un peu de pouvoir, que ce soit avec les esprits, la chasse, la guerre, etc. Mais il faut en user avec modération. Alors la question est plutôt dans l'autre sens. C'était un peu une révolution copernicienne de la part de Clastres et de ceux qui l'ont continué. C'est pourquoi est-ce que ces mécanismes de contrôle vont céder. Alors, juste 3 derniers points pêle-mêle. Par rapport à ce que j'ai pu entendre notamment hier, la question de l'apprentissage, justement, revenir cette fois strictement aux peintures et gravures rupestres, c'est un thème qui n'existait pas du tout il y a encore 20 ou 30 ans et qui a d'abord été posé, sauf erreur de ma part, autour de la question de la fabrication de l'outillage lithique, et notamment par Nicole Pigeot, qui avait été très critiqué au moment de sa soutenance de thèse, et c'est devenu une vraie question, et on voit bien que c'est tout à fait pertinent pour poser la question d'un certain nombre d'images de gravures qui peuvent apparaître plutôt comme des sortes de brouillons. Deuxième point, qui n'a pas de rapport avec l'autre, mais qui a déjà été posé tout à l'heure, c'est celui de l'expertise et du contrôle. C'est pour le néolithique, on voit
parmi les plus grandes lames en silex qui aient jamais été taillées en Bulgarie, qui peuvent faire jusqu'à 45 cm de long. Ce qu'on remarque, c'est que on va les retrouver non pas sur les lieux de production, mais on va les liés à ceux qui les ont faites, mais au contraire, on va les retrouver à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans des tombes extrêmement riches, qui ont par ailleurs de l'or, du cuivre, etc. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, le pouvoir, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Jean-François, le pouvoir, ça va être le pouvoir du contrôle de la circulation de ceci, et c'est pas le fait d'être directement un expert, d'être capable de le faire, hein, de faire tel ou tel type d'objet ou de relation, etc. C'est le contrôle de l'expertise. Et puis, troisième point, qui est un peu aussi central pour les débats, c'est la question des relations entre les images et les pouvoirs. C'est aussi une question de définition par rapport à ce qu'on va appeler naturalisme, réalisme, etc., dont il a été discuté hier après-midi. Ce qu'on peut remarquer, c'est que plus on est dans l'État, une organisation étatique, plus en général on se rapproche dans les représentations du modèle complètement naturaliste, voire les Grecs, les Romains, etc., etc. Et quand il y a des cadences de l'État, on a un peu on recommence à s'éloigner de ça. Alors, comme toute chose dans ce bas monde, ça ne marche pas à 100%, et je n'ai pas à ce stade une explication complètement satisfaisante, à part le fait que plus on a une organisation étatique et avec beaucoup de gens, plus on a la possibilité d'entretenir des spécialistes à temps plein qui vont pouvoir produire des choses de plus en plus proches du modèle naturel. Mais on voit quand même globalement que la fluorescence des images, la multiplication des images va avec des changements, à chaque fois des changements sociaux. Le néolithique au Proche-Orient va entraîner une production massive d'images, par exemple. Et de même, quand l'État s'effondre ou des formes ayant précédé l'État, enfin des formes de pouvoir s'effondrent, eh bien les images ont tendance à disparaître tout autant. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci. On va passer la parole à Rémi Labrusse. Oui, d'accord. Mais alors, en fait, moi, je vais parler très, très, très différemment parce que je ne suis pas du tout préhistorien. Et donc, c'est vraiment du point de vue enfin, je veux dire, en opérant un écart que je voudrais évoquer ce que j'ai entendu depuis un jour et demi, et aussi le dernier livre d'Emmanuel, parce que c'est en fait très lié finalement. Hein. Et donc, je vais parler du point de vue de ma seule compétence, qui est celle d'une histoire de la modernité. Hein. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu aussi d'Emmanuel, c'est donc une position épistémologique, enfin une position de savoir qui propose une interprétation globale du paléolithique supérieur, une interprétation donc marquée par le social. Dans l'histoire de la préhistoire, finalement c'est assez nouveau, c'est assez rare aujourd'hui. Donc il y a une espèce de nouveauté par rapport à ce qui s'est fait depuis 20 ou 30 ans dans ce monde. Ça, c'est la première remarque qui m'a frappé, déjà quand je t'ai lu, et puis ensuite quand j'ai entendu aussi donc les communications d'hier. Et la deuxième, c'est qu'à l'intérieur de cette position donc d'interprétation totalisante, globale, de toute une société, ce qui est remarquable chez tous les orateurs et chez toi aussi, c'est la prévalence rhétorique de la question, du fait qu'on n'affirme pas, mais qu'on finit toujours avec des points d'interrogation. Olivia a mis des points d'interrogation partout. Voilà. Et en fait, tout le monde fait ça. Vous faites tous ça. Vous n'arrêtez pas de dire « Ah ben voilà, je vous propose quelque chose. » Et puis « Oh là là, mais en fait, non, je ne vous le propose pas. Parce que je ne sais pas, en fait, finalement. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. » Voilà. Alors, donc, cette double contrainte, finalement, cette position assez
assez contradictoire, au bout du compte. Il me semble qu'elle elle reflète vraiment l'histoire de la préhistoire à ses fondements. C'est pour ça que je voudrais revenir un petit peu en arrière, en revenant sur une chose toute simple qui était un peu le point de départ de l'exposition que Catherine a eu la gentillesse de citer, qui est que la préhistoire, c'est un terme déjà, un mot, et en fait une idée, une représentation qui est très moderne, qui surgit. L'idée, elle se cristallise à la fin du XVIIIe, et le mot, et donc et finalement la représentation dans les sociétés, c'est dans la deuxième moitié du XIXe, donc c'est assez récent. Elle obéit à un désir de totalisation, précisément, une sorte de désir d'hyperhistoire. Le terme est finalement mal choisi. On va voir, peut-être il n'est pas si mal choisi que ça, parce que c'est peut-être pas, ce désir de totalisation n'est peut-être pas aussi univoque qu'il ne paraît. Et de ce point de vue-là, vos débats me semblaient tout à fait révélateurs. Mais enfin, néanmoins, extérieurement, idéologiquement, il y a un désir d'hyperhistoire. On va faire l'histoire de tout. D'abord histoire naturelle, et puis histoire de l'homme, depuis les premiers moments de l'hominisation jusqu'à l'écriture. Et puis ce qui est frappant, il me semble, c'est que très tôt, en fait, dès les années 1860-70, fin des années 1870, ce désir d'hyperhistoire se heurte à son impossibilité, c'est-à-dire pas à quelque chose d'inconnu qu'il va falloir élucidé, pas sur le mode de l'énigme, contrairement au sous-titre finalement malencontreux de cette exposition, une énigme moderne. Non, la préhistoire n'est pas une énigme, on ne se dit pas un jour on va y arriver, mais très rapidement on se dit on ne peut pas y arriver parce que structurellement, épistémologiquement, il y a quelque chose qui rend le savoir impossible. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le savoir en Occident, en tout cas depuis les Grecs, il se structure comme un récit. On raconte quelque chose. La consécution, le rapport de cause à effet, est en même temps une narration. Précisément, c'est ce qu'interdit le temps long de la préhistoire. D'abord parce qu'il est trop long, tout simplement, et ensuite parce qu'il est trop fragmentaire dans cette longueur même pour qu'on puisse établir des continuités, des tissus qui fassent un récit. Donc il y a une sorte d'inconnaissable, non pas d'inconnu, mais d'inconnaissable, qui n'est pas simplement intellectuel, mais qui est affectif, c'est-à-dire que même si intellectuellement on se disait je veux pouvoir le connaître, en fait cette connaissance elle ne sera jamais intégrée parce qu'on ne peut pas raconter une histoire qui dure 30 millénaires. Ça ne marche pas dans nos structures mentales, quoi. Finalement, on peut dire ce qui se passe sur 2 millénaires et encore, avec des successions d'entités politiques, etc. On ne peut pas le faire sur 30 millénaires. Voilà, alors, donc dans ce cadre, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le savoir préhistorique a refoulé finalement cet inconnaissable, et vous le refoulez toujours d'une certaine manière. Il y a toujours ce désir de ce que Daniel Smail appelle la deep history. On va faire l'histoire de tout, on va faire l'histoire du paléolithique, et finalement, même encore, Boris Valentin, qui est mon ami, dit la même chose. Il dit il faut en finir avec la préhistoire. Jean-Michel Jeunesse, avec lui, dit voilà, ça suffit, on va faire de l'histoire. Finalement, tout est historicisable, si je puis dire. Donc ça, c'est toujours dans cette première hypothèse. Il se trouve que cette passion de l'historicité, qui caractérise bizarrement le champ scientifique de la préhistoire, se heurte à son impossibilité, qui est emblématisé par deux éléments, deux marqueurs. Premièrement, l'instabilité des théories, ça change tout le temps, et sur un temps bref, parce que ça fait jamais qu'un siècle et demi que vous discutez entre vous, révélé donc par cette succession des théories. Et deuxièmement, l'extrême cohérence, l'extrême adéquation de ces théories avec un certain état du présent. C'est comme si finalement ça parlait forcément plus du présent
que de ce dont c'est censé parler. Au XIXe siècle, quand on invente le mot paléolithique et néolithique, on parle de la technique, comme par hasard, parce que c'est l'apogée de la révolution industrielle. Et néolithique et paléolithique, ce sont des termes qui sont fondés donc, sur cette idée de l'enracinement du sens dans les progrès techniques. Dans la première moitié du XXe siècle, c'est l'apogée des grottes jusqu'à Lascaux en 1940, on parle de l'esthétique. Il y a une espèce finalement de retour de bâton où les premiers moments d'inquiétude à l'égard de la validité du progressisme technoscientifique aboutit à un culte de l'esthétique dont les grottes vont être le parangon en quelque sorte. Hein. Et puis dans la deuxième moitié du XXe, on passe à quelque chose qui est plutôt éthique, et donc c'est ce qu'a dit Jean-Paul en citant Pierre Clastres, Marshall Salins, Âge de pierre, âge d'abondance, en essayant de trouver une sorte de paradis qui serait le paradis antérieur à l'avènement donc du pouvoir de la technique sur un mode rousseauiste donc propre au néolithique et après. Et puis alors voilà, arrivé Emmanuel Guy, et donc début du XXIe siècle, on parle de paléo-capitalisme. Et alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je ne dis pas que c'est vrai ou faux, hein, je suis totalement incapable de le dire. Je dis simplement que je remarque premièrement que c'est une interprétation globale très différente de celle des précédentes. Hein. Deuxièmement, qu'elle a beaucoup de succès. Ton livre, il a eu du succès, Emmanuel, et puis ce colloque le montre, on a envie d'en discuter, etc. Donc ça correspond encore une fois à un besoin contemporain. On a besoin de ça, on a envie qu'on nous dise qu'on a toujours été, c'est ce qu'a dit Jean-François aussi, qu'on a toujours été des capitalistes, des méchants, quoi, finalement aussi, dans ce cadre. Et donc c'est une position qui n'est pas éthique, qui n'est pas esthétique, qui n'est pas technique, mais qui est plutôt sceptique, quoi, finalement, critique. Et alors, je ne dirais pas qu'elle est misanthrope, mais en tout cas, elle correspond à une forme de misanthropie contemporaine. Elle correspond à une forme de scepticisme radical, de désillusion à l'égard de l'humain en tant que tel. Voilà. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, à partir de là, puis je m'arrêterai là, rassurez-vous. J'aurais bien aimé parler d'autre chose, mais je ne le ferai pas. Il me semble que je vais l'inverser, en fait. Je vais inverser ce que je viens de vous dire. Et il me semble que donc ce désir... Là, je vous ai parlé d'une espèce de désir d'hyper-histoire qui ne cesse de trébucher sur lui-même, hein, au bout du compte. Il me semble qu'en même temps, et c'est ça qui rend la chose pour moi totalement fascinante, cette sorte de brisure du savoir, cette inconnaissable au cœur de la préhistoire, un peu comme un trou noir finalement. Vous gravitez, vous mettez énormément de connaissances, d'ailleurs totalement incroyables. Enfin, moi j'admire extraordinairement le travail archéologique des préhistoriens qui arrivent à restituer un degré de réalité incroyable, mais autour d'un trou noir. Autour de quelque chose qui avale toujours toutes les données pour dire au bout du compte, ça aboutit à un point d'interrogation. Et bien cette brisure-là, ce côté inconnaissable, je pense qu'il a été voulu aussi dès le XIXe siècle pour se libérer précisément de ce point insupportable du savoir occidental, précisément du savoir de l'histoire. Je crois que la préhistoire a été le vecteur plus qu'aucun autre discours scientifique de cette relativisation-là. Pour une raison simple, en fait, c'est-à-dire que précisément, l'invention, ça n'est pas une découverte, c'est une invention, c'est un désir, c'est une volonté. Cette invention de la préhistoire, elle est là pour relativiser le sujet moderne. Mais en relativisant le sujet moderne, en disant qu'il n'est vraiment pas grand-chose, le pauvre petit, hein, dans un immense temps de toute façon incernable, elle relativise aussi son mode de savoir, son mode de connaissance. Et ce mode de connaissance que vous ne cessez d'adopter, qui est le mode de connaissance positiviste, rationnel, etc., etc. Et donc, en fait, au bout du compte, souterrainement, et parfois explicitement, ce non-savoir, finalement, c'est aussi quelque chose qui anime
bon, à des degrés, encore une fois, divers de conscience et d'énergie, qui animent le travail préhistorien. Et alors, du coup, vous voyez, c'est la deuxième idée que je ne vais pas développer, mais que je lance simplement comme ça. Du coup, je pense que c'est précisément pourquoi le domaine des images et le rapport, la collaboration, qui est très à la mode aujourd'hui entre scientifiques et artistes, a été particulièrement pertinente, finalement, dans le domaine de la préhistoire. Parce que justement, l'artiste, finalement, c'est celui qui va accompagner cette autocritique du savoir positif. Et cette autocritique du savoir positif qui est voulue par le savoir positif lui-même. D'où le fait que beaucoup de préhistoriens se soient frottés à la pratique artistique. Je pense que même Emmanuel un tout petit peu, finalement tu fais aussi ça. L'abbé Breuil en tout cas le faisait certainement avant toi. Et que inversement, alors c'est moins vrai, disons les artistes ne sont pas des préhistoriens, ça il ne faut pas essayer de faire trop, justement comme disait Jean-Paul, ça ne marche jamais tout ne marche jamais tout parfaitement. Mais enfin bon, ça marche quand même un peu et ça marche de plus en plus. On demande de plus en plus à des artistes de venir sur les chantiers de fouilles, je pense à Barcelot, à Chauvet et à beaucoup d'autres aussi. Donc en tout cas, ça correspond à un désir, et à un désir que moi j'ai trouvé très, 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 disons, emblématisé par la communication d'Olivia aussi, qui met en avant justement ce travail à mi-chemin en fait de l'art et de la science, qui va annuler la dimension historique, qui va annuler la profondeur du temps et chercher la présence du geste, Mais présence, peu importe qu'elle ait été faite il y a 30 000 ans ou qu'elle ait été faite maintenant. Ce qu'on va chercher, c'est qu'est-ce que c'est qu'un geste, finalement, au-delà de tout rêve historicisant. Voilà, donc je pense que finalement, on est un peu au cœur de notre contemporain dans ce débat, et c'est vrai que c'est ce que disait Jean-François, je vais m'arrêter là, c'est-à-dire que c'est passionnant parce qu'on a l'impression qu'on est à un tournant. Moi je le regarde de l'extérieur, j'ai appris ça dans les livres, les différentes théories de la préhistoire qui se sont succédées, et j'ai l'impression que là aujourd'hui, que ça soit vrai ou faux, peu importe, mais en tout cas ça change. Il y a quelque chose qui est en train de changer, de basculer, il y a un désir finalement qui est désinhibé de chercher une systématisation du savoir, mais sur un autre mode que le mode de l'hyper-histoire encyclopédique qui avait été le grand fantasme, l'idéologie de la préhistoire, disons depuis le 19e. Voilà ce que j'ai la manière dont j'ai à réagir à ce que j'ai entendu. Alors merci Rémi pour ce regard extérieur et ce si beau rôle donné aux préhistoriens. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, parce que si on commence des interventions maintenant, on va devoir s'interrompre en plein milieu pour la pause café. Je vous propose, si Christophe et si Manu sont d'accord, et si la pause café est prête, Marie-Cécile, elle est prête ? Bon, vous réfléchissez bien à vos interventions respectives, etc. Vous préparez en off, etc. Et on revient pour discuter tous ensemble des 2 journées qui sont passées. Voilà.